Le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mercredi 5 octobre 2022, troisième sortie de la page internationale pour cette semaine, depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas, pour présenter la page internationale à Jacques Mel pour le grand journal François Rubens sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacques Mel. En Colombie, États-Unis, contre le trafic de drogue. C'est l'image qu'ont voulu renvoyer les deux pays avec la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à Medellín. Une lutte conjointe mais avec des approches différentes. Voici un reportage à signer TV5 Monde. Bogota et Washington unis dans la lutte contre les narcotrafiquants, c'est une histoire de plus de 40 ans, des milliards de dollars dépensés et des résultats très loin des attentes. La Colombie reste le premier producteur de cocaïne, les États-Unis sont leurs premiers clients. Preuve que la guerre telle qu'elle est menée ne marche pas, qu'il faut changer la règle du jeu, ne cesse de répéter le nouveau chef de l'État colombien. Le changement concret, c'est que la politique de répression sur le trafic de drogue ne vise pas les agriculteurs, mais directement les narcotrafiquants. Autrement dit, mener une réforme agraire à travers le rachat de terres fertiles pour les redistribuer aux paysans, partant du principe qu'en luttant contre la pauvreté, on lutte aussi contre le trafic de drogue. Une guerre qu'il faut mener sur tous les fronts, en ciblant plus particulièrement les narcotrafiquants au-delà des frontières colombiennes. Augmenter la capacité d'interception du pays, fondamentalement maritime, avec un support aérien, c'est-à-dire arrêter la drogue quand elle sort. Et augmenter la capacité de renseignement pour capturer les propriétaires du trafic de drogue dans le pays. Dès son arrivée au pouvoir, en août dernier, le président colombien a mis fin à l'extradition systématique vers les États-Unis de narcotrafiquants, véritable symbole de cette lutte commune. Ceux qui décideront de se soumettre à la justice colombienne seront jugés en Colombie. Nouvelle vision, saluée également par Washington. Nous soutenons fermement l'approche globale prise par l'administration Petro pour lutter contre les stupéfiants par le biais de la sécurité rurale, de la justice, du développement, de la protection de l'environnement, de la réduction de l'offre, ainsi que de la réduction de la demande, y compris aux États-Unis. La Colombie produit chaque année 1200 tonnes de cocaïne. Le kilo est revendu plus de 30 000 € aux États-Unis. Après la Douma et le Conseil de la Fédération de Russie, chambre haute du Parlement, Vladimir Poutine a ratifié les traités d'adhésion des républiques populaires de Donetsk et Lugansk, ainsi que les régions de Zaporijie et Kherson à la Fédération de Russie. Écoutons un extrait du reporter de RT. Oui, tout à fait. En paraphant les traités d'intégration de ces 4 territoires à la Fédération de Russie, Vladimir Poutine clôt le parcours parlementaire des textes de loi. Ces textes ont donc été ratifiés dans un premier temps par la chambre basse du Parlement, la Douma, c'était le 3 octobre, puis par le Conseil de la Fédération, la chambre haute du Parlement, le 4. Le président russe a aussi nommé les gouverneurs de ces 4 entités, vous l'avez évoqué, en reconduisant officiellement les dirigeants qui étaient jusque-là en place. Important également, il a ordonné que la centrale nucléaire de Zaporijie devienne propriété fédérale. Elle sera donc adaptée aux normes russes qui sont actuellement en vigueur pour le reste des centrales nucléaires du pays. Plus tard dans la journée, à l'occasion d'une vidéoconférence, Vladimir Poutine a partagé son sentiment sur la tenue du référendum qui a amené à l'adhésion des 2 républiques, celle de Donetsk et celle de Lugansk, ainsi que des régions de Kherson et Zaporijie. Écoutez. Les résultats du référendum, à vrai dire, m'ont non seulement réjoui, mais aussi surpris. Les gens vivaient et continuent quand même de vivre dans des conditions vraiment difficiles. Mais le résultat est là. Je vous assure, et les observateurs s'en sont convaincus également, que personne n'a eu envie de corriger quelque chose, d'améliorer quelque chose ou d'ajouter quelque chose. Nous avions résolu, et j'avais résolu, que ce serait comme les gens voudraient. Nous agirons en fonction de la façon dont les gens s'exprimeraient.
Le résultat, bien sûr, est plus que convaincant. Il est absolument transparent et ne laisse aucun doute. Comme on pouvait s'y attendre, l'intégration de ces régions à la Russie dans le cadre du conflit avec l'Ukraine n'est pas sans conséquences. L'Union européenne, qui ne reconnaît pas la légitimité de ce scrutin référendaire, a fait savoir qu'elle avait d'ores et déjà adopté un nouveau paquet de sanctions à l'encontre de Moscou. Le détail de ces sanctions sera connu ce jeudi à l'occasion de la publication du journal officiel de l'Union européenne. Antoine Clairaut en direct de Moscou, merci pour ces précisions. Direction le Burkina Faso, la délégation de la CEDEAO, son médiateur, le président nigérien Mahamadou Issoufou, a rencontré les chefs traditionnels et religieux, ainsi que le capitaine Ibrahim Traoré, auteur du coup d'État de vendredi dernier. Voici un reportage à signer Africa News. En visite au Burkina Faso pour évaluer la situation post-coup d'État, la mission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est achevée mardi après-midi. Reparti confiant de Ouagadougou, la capitale, la délégation de la CEDEAO et son médiateur, le président nigérien Mahamadou Issoufou, ont rencontré les chefs traditionnels et religieux, ainsi que le nouvel homme fort du pays, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous allons rendre compte de notre mission au président en exercice de la CEDEAO et au chef d'État. Mais d'ores et déjà, je peux vous assurer que la CEDEAO restera aux côtés du peuple burkinabé, va continuer à accompagner le peuple burkinabé dans cette épreuve très difficile qu'il traverse. Le capitaine Ibrahim Traoré a assuré qu'il continuerait à respecter les engagements pris vis-à-vis de la CEDEAO, notamment tenir des élections d'ici juillet 2024. Coup d'œil sur les territoires annexés par la Russie, tout juste annexés par la Russie, la ville de Liman, dans la région de Donetsk, a été reconquise par l'armée ukrainienne. Ce week-end, le président Zelensky l'a confirmé dimanche. Depuis, des vidéos circulent montrant le drapeau ukrainien flottant à nouveau dans le centre de la ville. Des prisonniers russes et du matériel détruit ou laissé dans la fuite. Voici un dossier spécial signé la 5 à l'émission C'est dans l'air. Les drapeaux séparatistes et russes arrachés et jetés à terre. Il est où notre drapeau ukrainien? À Liman, les Ukrainiens hissent fièrement leurs couleurs. Nous déployons notre drapeau et l'installons sur nos terres. Liman sera ukrainienne. Une victoire de plus dans la région, célébrée par ces soldats qui exhibent les chars abandonnés par les Russes. Ce véhicule, maintenant, on va l'utiliser pour nos propres forces armées. Le sourire triomphant, au milieu de villes dont il ne reste quasiment plus rien. Sur le champ de bataille, les soldats installent un campement de fortune, tiraillé entre plusieurs sentiments. Je suis heureux parce que nous libérons notre terre. Mais en même temps, je suis triste parce qu'il y a des pertes et des blessés. Donc, ça me fait de la peine, mais j'essaye quand même de garder un esprit guerrier. Une victoire cruciale. Liman est un œuf permis aux Russes d'approvisionner leurs troupes vers le sud. Contre-offensive dans le Donbass à l'est, mais aussi dans la région de Kherson au sud. L'armée ukrainienne reprend du terrain. De plus en plus d'occupants essayent de fuir. L'armée ennemie essuie de plus en plus de pertes et tout le monde commence à comprendre que la Russie a commis une grave erreur en déclenchant une guerre contre l'Ukraine. Côté russe, on reconnaît l'échec à demi-mot. Menacés de se faire encercler, les troupes alliées ont été retirées de Liman vers des lignes plus favorables. Des troupes russes qui, sur le terrain, doutent de plus en plus. C'est en tout cas ce que révèle un document du New York Times. Une compilation de propos de soldats captés lors de conversations téléphoniques. Notre offensive a échoué. Nous sommes en train de perdre la guerre. La moitié de notre régiment est mort. On nous a donné l'ordre de tuer tout le monde. Quand je rentre, je démissionne. Que l'armée aille se faire foutre. Poutine est fou. Il veut qu'on prenne Kiev, mais c'est impossible.
Le chef du Kremlin désavoué par ses propres hommes d'un côté, mais poussé à aller toujours plus loin de l'autre. Dans un message publié samedi dernier, le président tchétchène très proche de Poutine brandit même la menace nucléaire. À mon avis, des mesures plus radicales devraient être prises, jusqu'à la déclaration de la loi martiale dans les zones frontalières et l'utilisation d'armes nucléaires à faible rendement. Des mots écrits sous le coup de l'émotion justifient Moscou 2 jours plus tard. Reste que le Kremlin est sous pression. Sur les chaînes de télévision russes, la propagande aussi a changé de ton. Est-ce que vous imaginez l'ampleur de la tâche? Le terrain est saturé d'armes, d'instructeurs. Tout l'Ouest a rassemblé sa volonté, sa force et son pouvoir. Ceux qui dans l'armée n'ont pas compris ça, il faut les évincer. Des généraux sur la sellette, limogés pour plusieurs d'entre eux par Vladimir Poutine. Dernière en date, le haut-gradé Dmitri Bulgakov, vice-ministre de la Défense. Signe peut-être d'une certaine fébrilité qui s'installe au Kremlin. Avant de clore cette page internationale, zoom sur le monde. Que se passe-t-il dans le monde? La question qui a été posée, pourquoi l'Occident refuse de dialoguer, le dialogue pour la paix en Ukraine? M. François Asselineau donne son point de vue concernant les référendums dans l'est de l'Ukraine et nous parle des conséquences géopolitiques. Écoutons un extrait. Alors, je pense que c'est effectivement ce que Poutine a à l'esprit. Je pense que Poutine, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, ça n'était pas la partie de campagne qu'il envisageait, ça a été un peu difficile. Cela étant, il est parvenu à ses objectifs de guerre initiaux, c'est-à-dire sauver le Donbass et le rattacher à la Russie. Il n'est pas parvenu à tout, puisque je pense qu'il avait caressé le projet d'agglomérer également la région d'Odessa, Odessa qui est une ville qui a été créée dans les années 1780, je crois, toujours par Potemkin et Catherine II. C'est une ville qui porte le nom de Ulysse, Odessa en russe, et qui a été peuplée par les Russes. Et ça lui aurait permis, s'il avait mis la main sur la région d'Odessa, d'aller jusqu'à la Transnistrie, qui est une petite république reconnue par personne, qui est à la lisière avec la Moldavie, et qui est peuplée par un régime de type soviétoïde, extrêmement pro-russe. Donc, et au passage, il aurait ainsi transformé l'Ukraine en un pays enclavé. Il aurait rattaché tout le sud ukrainien, en fait, à la Russie, et donc tout le nord de la mer Noire eût appartenu à la Russie. J'ai l'impression que là, il a un petit peu, peut-être qu'il se dit, ça sera pour mes successeurs, je ne sais pas, que là, il voudrait maintenant, c'est d'ailleurs ce qu'il a dit, maintenant il est prêt à des négociations. Je pense que l'Occident, si l'Occident voulait calmer le jeu, l'Occident irait dans son sens. Voilà. Parce que, bien sûr, je connais les gens qui disent ce sont des référendums illégaux. C'est pas vrai. Le b.a.-ba du droit international, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc le fait de faire un référendum pour demander si un peuple souhaite être indépendant ou être rattaché à tel ou tel pays n'est pas en soi quelque chose de contraire au droit international. C'est n'importe quoi de dire ça. Donc je vois le pape qui reprend ce narratif américain, c'est faux. Ce qui est contestable, c'est autre chose. On peut contester les modalités, le temps, le moment où ça se passe, voilà, et qui en prend l'initiative. Ça, c'est contestable. Mais le fait de demander par référendum à une population, c'est tout à fait conforme au droit international. J'ajoute au passage que s'il y a bien des pays qui n'ont pas de leçon de morale à donner en la matière, ce sont les pays occidentaux. Je rappelle, par exemple, que Sur ce s'achève la page internationale pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation Télé Beltop pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Température sur Boston, 58 degrés Fahrenheit, 14 degrés Celsius. Jacmel, 88 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Renel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mercredi en compagnie de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.